et pour 2 projets d'injection. Donc, on reprend Moritz Couac et Romain Ranou. Là aussi, vous pouvez les applaudir. Eux, ce sont pour les 2 projets d'injection sur les territoires qui sont les vôtres. Romain, venez nous rejoindre. Je vais commencer avec vous, Fabrice Pierson. Ce que je vais vous demander à chacun, c'est en 2 minutes de nous présenter vos exploitations pour qu'on comprenne bien les spécificités de chacune d'entre elles, ce qui nous permettra après, par thématique, de pouvoir voir justement en phase de projet, en phase de construction et en phase d'exploitation, quelles ont été les difficultés et les atouts que vous avez rencontrés sur ce projet de méthanisation. Donc, 2 minutes pour présenter chacun votre exploitation. Donc, je le disais, Fabrice Pierson, vous êtes sur le site de Sommerance, c'est ça? Et vous avez l'exploitation laitière 100% bio. Oui, tout à fait. Donc, c'est une ferme laitière, 250 vaches laitières sur 540 hectares avec un petit peu de culture pour nourrir les vaches et un petit peu de blé panifiable. On reviendra après sur les techniques et sur les enjeux de votre exploitation. À vos côtés, donc, Benoît. Et donc, moi, je suis installé à Leffincourt, dans le sud des Ardennes, sur une exploitation céréalière, des cochons, et puis de la méthanisation maintenant depuis 2016. Les céréales produites sur l'exploitation servent à nourrir les animaux, et puis on fait l'énergie à partir des effluents d'élevage. En grande majorité, on a 70% d'effluents d'élevage dans la ration de la méthanisation. Et on est en cogénération, puisqu'il n'y a pas de réseau de gaz qui passe dans le secteur. Donc on est en cogénération et on valorise la chaleur au niveau de l'élevage de porc. Et puis... Vous avez une partie de l'exploitation qui est en bio, aussi en agriculture biologique, c'est ça? Vous avez une partie de l'exploitation qui est en agriculture biologique? Oui, il y a une partie de l'exploitation en agriculture biologique, moitié des céréales à peu près, et en conversion aussi. L'objectif, c'est aussi, avec la méthanisation, d'avoir le digestock et une super matière agronomique, une très bonne matière agronomique pour fertiliser les cultures et remplacer les engrais de synthèse, et d'apporter le maximum d'autonomie sur la ferme, quoi. On reviendra là aussi après sur la jeunesse du projet et les différents aspects techniques. À vos côtés, donc Guillaume Poncin. Donc, lui, vous êtes un peu précurseur quand même sur le territoire, c'est bien ça? Sur le site de Vaudemanges? Donc le site de Vaudemanges, donc c'est au sud de Reims, c'est à 30 km d'ici. C'était le 2e site de méthanisation de la Marne. Et ça fait maintenant 10 ans que je fais partie de la petite famille du biogaz. Et en fait, bien, l'origine, on en a parlé tout à l'heure, ça venait des Ardennes. C'est là où j'ai vu mes premières installations de méthanisation. Et après, donc, pour présenter le site en tant que tel, donc c'est lié à une exploitation céréalière de 450 hectares. Et l'origine aussi vient que mes grands-parents avaient à l'époque des moutons et avaient du fumier, de la matière organique. Et ma problématique en revenant un peu sur l'exploitation familiale, c'était de retrouver de la matière organique, en fait, vu qu'on savait l'intérêt que ça avait. Donc l'installation, c'est 190 kW aujourd'hui, en cours d'agrandissement. Et pour donner des volumes, c'est à peu près 6000 tonnes de matière. C'est fortement lié à l'activité sucrière, avec les pulpes de betterave, et également avec l'usine de Maiken, avec les pommes de terre. Et je vais chercher d'autres matières à l'extérieur, comme du fumier équin aussi. Moritz, on a déjà à peu près on a déjà un peu brossé votre activité. On sait que vous faites de l'injection de biométhane. Un petit mot sur la ferme? Oui, donc moi je suis l'étranger, je suis en Seine-et-Marne, à 1h30 d'ici, entre Melun et Meaux, une région où on ne fait pas de champagne, mais on fait du très bon brie. Donc je suis installé avec mon frère sur une exploitation familiale, on est la 3e génération, c'est une activité qui est à 50% sur la culture classique, blé, orge, colza, maïs, betterave. Et l'autre moitié est dédiée à l'élevage, en élevage de limousine. On est naisseur, une partie engraisseur, mais avant tout naisseur. Et donc voilà, c'était les deux activités historiques de l'exploitation. Je travaillais avec mon frère Jacques Pierre et on a développé le photovoltaïque et la méthanisation pour justement avoir un 3e pilier et puis faire face à ce qu'on appelait à l'époque l'après-PAC,
puisqu'on avait ces projets en 2008-2010 et on se préparait à la PAC de l'après-2013 en se disant comment va-t-on faire demain. Voilà. Et à vos côtés, donc Romain Ranou, donc, qui a cerné les Reims, et là aussi qui a fait le choix de l'injection. Un petit mot de la ferme. Alors la ferme, donc, c'est une exploitation de 600 hectares. Donc c'est 3 exploitations en fait, avec mes 2 frères. Polyculture, betterave, pommes de terre, oignons, céréales. Et justement, sans élevage, on a voulu retrouver l'effet effluent organique sur l'exploitation. Après, moi, j'ai un parcours un peu plus atypique puisque j'ai travaillé dans les biocarburants à la grande époque en 2008-2010. Donc, quand on parle des courbes comme ça qui montent presque à la verticale, ça me rappelle des souvenirs. Je suis ensuite passé par le CDER en tant que conseiller de gestion. Et cette double casquette m'a beaucoup apporté pour développer ce projet et revenir dans le groupe familial. C'est grâce à ce projet que j'ai pu en venir en fait. Et on verra tout à l'heure que vous, là aussi, vous accompagnez d'autres exploitations. Peut-être, Guillaume Poncin, revenir avec vous, puisque vous avez été un des précurseurs. Pourquoi, d'abord, vous avez fait ce choix-là, le choix de la méthanisation et de la cogénération? Est-ce que c'est comme pour Benoît, finalement, il n'y avait pas de réseau, donc de toute façon, l'hypothèse d'injection n'existait pas. Alors, revenons sur la genèse un petit peu de vos choix. Donc, pour revenir à l'origine de la méthanisation pour moi, d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec le Crédit Agricole parce que l'origine vient d'un stage. C'était en fin d'études. J'étais dans le département agricole et le chef du département agricole m'a dit « Guillaume, tu vas travailler sur un sujet, c'est quel est l'avenir de l'agriculture après la PAC de 2013 ?» Et on était à peu près en 2010. Et dans les 3 éléments qui sont ressortis, il y avait la méthanisation. Et à la fin de mon rapport, il m'a dit « Bon, essaye de creuser bien les 3 sujets, c'est l'avenir en fait. » Et c'est de là tout a commencé. Je suis parti 5 ans en Allemagne suite à ça, où j'ai trouvé un stage. Donc j'ai vécu le boom en Allemagne en 2012 de la méthanisation, où c'était vraiment, il y a eu un très très gros développement. Il y a eu plus de 1500-2000 installations dans la même année qui sont développées. Et après, je suis revenu en France et il a fallu vraiment adapter le modèle parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Là-bas, en 2011, l'État subventionnait le fait de mettre du maïs dans des méthaniseurs. Et il subventionne toujours, il paye toujours l'électricité là-dessus. Et en revenant en France, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mon installation, maintenant, elle a presque 4 ans. La réflexion de mon projet, c'était il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, il n'y avait qu'un seul modèle pour moi en injection, c'est Moritz. Quoique les frères Quoique étaient vraiment les pionniers. Et pour nous, à l'époque, tous les chiffres qu'il y a là, ça n'existait pas. C'était la boîte noire. Comment ça marche techniquement? Est-ce que ça va marcher ou pas? Il n'y avait vraiment pas de recul. Et j'ai décidé de mettre l'installation vraiment au cœur de l'exploitation agricole, parce que derrière, il y a de l'épandage du digesta et il ne faut pas que ça voyage, on en a parlé tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de déplacement et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre au plus logique de l'exploitation agricole. La première question qu'on se pose, c'est quoi? C'est de se dire finalement, effectivement, j'ai cette matière organique-là que j'ai sur mon exploitation et que localement, je peux récupérer du complément. Est-ce que c'est ce premier diagnostic-là qu'on fait? Ou est-ce que c'est finalement, il y a des techniques qui existent qui me permettent de l'envisager chez moi? Ouais, vraiment la première question pour réussir son projet, faut vraiment se concentrer là-dessus. Le reste, je trouve un peu secondaire, mais on m'a dit vraiment c'est l'approvisionnement et après refaire sortir le digestat. En fait, c'est les deux gros éléments. Et c'est là que l'agriculture a vraiment, Maurice l'a dit tout à l'heure, on a les capacités d'épandage et c'est vraiment une clé. Dès qu'on se balade un peu en Europe, on se rend compte que c'est une vraie chance. Et vraiment, moi, la base de mon projet, ça a été vraiment ça. Les matières entrantes, les matières sortantes. Après, le reste, il ne faut pas le négliger. Moi, j'ai mis 3 ans, minimum 3 ans, à bien penser mon projet. Et c'était vraiment nécessaire. Benoît Ratuiville, qui est à vos côtés, toujours sur la cogénération. Vous avez bénéficié, je crois, de l'expérience de Guillaume, c'est ça? Racontez-nous ça veut dire quand vous avez commencé à réfléchir à votre projet, vous vous êtes rapproché de Guillaume, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, j'ai commencé à réfléchir à la méthanisation il y a déjà longtemps, en 2006-2007. L'idée, c'était aussi de valoriser les effluents d'élevage à l'époque. J'étais allé visiter des exploitations, des méthanisations en Allemagne, et puis en France, à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de... Les tarifs de rachat n'étaient pas incitatifs et j'avais laissé tomber. Et puis en 2015, j'ai repris la réflexion de la méthanisation, et à ce moment-là, j'ai contacté Guillaume Poncin, qui m'a donné un bon coup de main et qui a fait l'étude de faisabilité.
Donc on Et a puis de faisabilité technique ou de faisabilité technique et économique technique, aussi. économique, Bon, financière aussi, économique, d'accord. après, il y a bien D'accord. sûr le Crédit Agricole qui a bien participé pour appréhender tous les aspects économiques et financiers. Donc sur le plan technique, vraiment, oui, Guillaume m'a bien aidé. Et puis, on a visité beaucoup d'installations un peu partout, en France, à l'étranger. avec des technologies différentes. Avec des technologies différentes, oui. Et puis, nous, on avait quand même une grosse proportion de lisier comme intrant. Donc, on a opté pour certains choix techniques que beaucoup de méthaniseurs ne peuvent pas prendre, notamment pour l'incorporation. On n'a pas de trémie d'incorporation, on incorpore par une fosse parce qu'on a beaucoup de liquide. Donc, on a un mélange qui est pompable. On s'est envoyé en plein d'installations qu'on a aussi fait des choix techniques et puis qu'on a bien défini notre installation, quoi. Oui, donc c'est vraiment les intrants et le type d'intrant qui définit techniquement le Oui, choix. Ouais. Oui, bah, c'est super important d'avoir une technique efficace et qui correspond vraiment aux intrants qu'on a, quoi, parce que des fois, il y a des drôles de surprises, hein. Les fumiers, tout ça, c'est pas le plus simple à incorporer, donc il faut bien réfléchir au truc et puis voir ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que quand il faut mettre les mains dans le coca pour parler poliment, c'est pas toujours marrant. Donc c'est un vrai métier d'éleveur et il faut aussi anticiper un peu les misères qui peuvent arriver. Donc, Fabrice Pierson, vous qui avez une exploitation laitière et en polyculture, donc en polyculture élevage, bio, là aussi, effluent et choix des technologies dans le premier diagnostic. Parce que je sais que vous avez eu un choix technique qui est intéressant. Oui, donc nous, à l'origine du projet, on a commencé à réfléchir en 2012. En France, c'était la technologie allemande. Et le problème de la technologie allemande, c'est l'incorporation. Eux, ils incorporent du maïs en silage et du lisier. Bon, pour le fumier, c'était un autre problème. Et les premières installations qui se sont faites en France, on voyait toute l'incorporation depuis le bas pour charger vers le haut de la fosse avec des grandes vis qui posaient de nombreux problèmes. Et on a eu beaucoup de mal à trouver un constructeur qui acceptait d'avoir des fosses enterrées avec une incorporation par le dessus. Donc il y a beaucoup moins de mécanique en mouvement, beaucoup moins d'énergie consommée, et on a même la partie lisier qui arrive directement dans les fosses par gravité. Et ça, vous l'avez trouvé grâce à qui, cette technologie-là? C'est vous qui avez benchmarké, comme on dit, ou c'est vous qui avez oui, cherché en regardant ce qui se faisait, qui ne fonctionnait pas, les problèmes rencontrés, on s'est dit, nous, on ne veut surtout pas faire ça. On aime bien toutes les choses qui sont simples. Donc, vous m'avez dit simple et fiable quand on a préparé cette Oui, entretien. simple et ça, je trouve fiable. Non, mais je trouve ça très... C'est hyper important, la fiabilité, parce qu'on peut vous vendre une super usine à gaz où il y aura des problèmes réguliers. Et quand, comme dit mon collègue, se mettre les mains dans le caca, c'est pas toujours intéressant. Toujours sur les flux et sur la matière première qui vient de la ferme, le fait que vous soyez en bio, ça impose qu'il y a peut-être une régularité de l'approvisionnement qui est peut-être différent. Oui, disons qu'on a deux périodes de travail, on va dire. On a la période hivernale avec la production de fumier. On fonctionne pratiquement à 100% fumier et lisier. Par contre, on a une transition alimentaire sur, on va dire, à partir de mai-juin, dès qu'on n'a plus de fumier en stock. Parce qu'en agriculture biologique, les bêtes sont en pâture dès que c'est possible. Donc, plus de production de fumier. On remplace ça par les éléments qu'on peut avoir à côté. On a un petit peu de maïs en silage. On a quelques ensilages d'herbe, un peu de déchets de betterave, déchets d'oignon, déchets de luzerne. On arrive à passer l'été avec ça. Il y a des années, c'est très facile d'avoir de la matière, et d'autres années, c'est plus compliqué. Et dans ces cas-là, vous faites comment pour récupérer de la matière annexe? Il y a quand même des fournisseurs qui, dès qu'on a un méthaniseur, on est quand même souvent contacté par des fournisseurs. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui, on est très très sollicité. L'année dernière, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que derrière, il y a une question quand même qui se pose, qui est de dire, sur la matière première, certes, les premières matières qui sont consommées, c'est celles de nos exploitations. Mine de rien, si on augmente le nombre de méthaniseurs, va se poser, comme le disait Philippe Mangin tout à l'heure, la question de la matière première. Et si sur un territoire donné,
il y a des aléas. On ne pourra plus compter forcément sur la matière qui vient de l'extérieur. Donc du coup, il y a quand même, j'allais dire, un nombre de méthaniseurs limité à réfléchir sur un territoire. Pour moi, il faut vraiment trouver le plus possible l'autonomie. Bon, nous, on a un système atypique en bio, mais les autres méthaniseurs, il ne faut pas qu'ils réfléchissent de la même manière que nous. Justement, je vais poser la question à Romain Ranou sur effectivement la typicité de la matière première et sur le choix de la technologie, sur ces deux aspects en premier. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu il faut adapter la technologie à ses besoins, mais malheureusement, je pense que c'est plutôt l'inverse. La technologie, elle est là, avec ses atouts, ses contraintes. Là, ça a bien été expliqué par Moritz Quack. Et c'est très compliqué d'adapter un système à une technologie. Il faut choisir la bonne technologie par rapport à ce qu'on a. Mais on ne changera pas la technologie. On peut l'adapter, la faire évoluer, mais c'est quand même relativement compliqué. Les installations, il y a des prototypes qui existent, mais c'est... Si ce n'est qu'il y a des technologies qui sont plus ou moins fiables. On l'a vu en préparant ce dossier que effectivement la technicité évolue, les technologies qui sont proposées n'ont pas toujours été fiables chez certains constructeurs. Alors, après, c'est un peu le système français, puisqu'on cherche à inventer un nouveau modèle en utilisant énormément de déchets ou de sous-produits qui sont assez compliqués à méthaniser. C'est très louable, je veux dire, on fait de la vraie économie circulaire, mais c'est beaucoup plus compliqué que de méthaniser du maïs. C'est clair, il faut appeler un chat un chat. Et c'est en mettant un petit peu de culture intercalaire ensilée qu'on arrive à faire passer d'autres produits qui sont beaucoup plus compliqués à méthaniser. Moins stables par rapport à la biologie, pas facile à stocker, avec des quantités très variables d'une année sur l'autre. Donc c'est du bon sens après. C'est comme une ration pour un éleveur. Il y a des concentrés, il y a des fourrages. Les fourrages permettent de faire passer des concentrés, les concentrés permettent de faire passer des fourrages. Alors pourquoi vous avez choisi la technologie par injection et avec quel justement constructeur? Alors pas de valorisation de chaleur pertinente toute l'année. Aujourd'hui, c'est ce qui est très compliqué. Trouver des projets qui valorisent la chaleur quelques mois dans l'année, il y en a plein. Après, toute l'année, c'est autre chose. Vendre la chaleur, c'est très compliqué. Une fois que vous vous mettez à côté d'un utilisateur de chaleur, c'est de la chaleur fatale. Votre projet, votre installation, elle est là. Quelqu'un peut être prêt à payer la chaleur 1 année, 2 années, mais après, vous êtes obligé de valoriser la chaleur pour avoir un bon rendement énergétique en cogénération. Donc c'est naturellement que je me suis penché sur l'injection où on a un très bon rendement énergétique. Après, ça pose d'autres contraintes. Il faut un accès au réseau gaz qui reste assez compliqué, surtout dans nos grandes régions très peu peuplées. Quand on se met dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Île-de-France, il y a des tuyaux partout. Dans la région, c'est beaucoup plus compliqué, même s'il y a des tuyaux GRT gaz qui passent au travers des champs. Et puis, bon, moi, voilà, j'ai vraiment pensé ce projet comme un projet industriel. C'est ma petite usine à moi. Quand ça m'arrange, je suis agriculteur. Quand ça m'arrange, je suis industriel. On est entre les deux. C'est à l'interface entre les deux. On revient tout à l'heure justement sur les compétences que ça demande. Moritz Quack, sur cette question de l'appro et du choix de la techno, vos réflexions là-dessus? Alors, 2 questions. L'appro et le choix de techno, c'est 2 choses différentes. Le choix de la techno, en fait, nous, effectivement, on a fait l'erreur ou pas d'avoir été les premiers. Et du coup, on est parti sur un projet qui faisait peur aux banques en toutes, puisque la méthanisation était nouvelle, mais l'injection n'existait pas. Et donc, on est parti avec notre baluchon présenté au ministère. L'idée, non pas de produire de l'électricité, mais du biométhane, en expliquant qu'en France, on exportait de l'élec et on apportait du gaz, et qui serait peut-être plus pertinent avec le rendement énergétique qui est expliqué par Romain. On exporte 97% de la production d'énergie primaire et on autoconsomme 3%, donc on valorise 100% de l'énergie. Qu'on avait peut-être un intérêt à faire de l'injection dans le réseau plutôt que de la production d'électricité, sachant que nous également, ferme Auchan, on avait peu de valorisation de chaleur. Ça a été long, il a fallu 3 ans pour obtenir 4 arrêtés et 4 décrets ministériels qui sont donc parus
le 23 novembre 2011. Ça a été une étape pour nous, mais en fait pour tous les futurs porteurs de projets, puisque c'était des arrêtés ministériels à l'échelle nationale, et tout porteur de projet qui voulait faire la même chose pouvait le faire derrière. Donc après, il a fallu en 2012 continuer le GT Injection, qui est animé par GRDF et l'ADEME, qui existe toujours. Le GT, il s'est encore retrouvé hier à Paris. Et donc créer ce qu'on appelle le contrat d'achat, le contrat de raccordement, le contrat d'injection. Donc beaucoup de travail en 2012. Mais le pari a marché, et en 2012, on a commencé la construction. En 2013, on a injecté. Et pour nous, c'était effectivement une meilleure voie de valorisation. Encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, que la cogénération. Après, en ce qui concerne les gisements et les intrants, on a 3 tiers. Un tiers d'effluents d'élevage, avec des effluents qui proviennent uniquement de l'exploitation. Donc, autour de 500 têtes, ça nous fournit un tiers du tonnage entrant. Le deuxième tiers, c'est les fameuses cives. On pratique 3 cultures en 2 ans, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre 2 cultures alimentaires et une culture énergétique. Et le dernier tiers, qui est constitué de gisements qui viennent de l'extérieur, mais avec des partenaires historiques à l'exploitation. Poussière de céréales de la coopérative, pulpe de betterave qui vient de la sucrerie, et puis aussi quelque chose qui est un peu nouveau, c'est la fromagerie. Je parlais du brie tout à l'heure en plaisantant, mais tiens, la fromagerie qui est à 10 km de chez nous, là, ce qu'on appelle les eaux blanches, le lactosérum, c'est quelque chose que l'on intègre également dans le méthaniseur et qui constitue une part du 3e tiers. Donc voilà comment est alimenté le méthaniseur. On va passer maintenant sur les aspects financement, parce qu'une fois qu'on a choisi sa technologie, qu'on s'est fait accompagner sur les aspects techniques et qu'on a fait un petit peu le diagnostic de son exploitation, de ce qu'elle peut y apporter dans son méthaniseur, évidemment, on se retourne vers le banquier sur des ouvrages qui sont assez récents en termes de financement. Donc, comment là aussi, vous avez réussi à faire financer votre projet. Moritz, vous avez le micro, donc vous le gardez. Après, je poserai la question à Guillaume. Par la force. Non, en fait, c'est assez compliqué, mais aller voir un banquier et lui parler méthanisation, c'était une inconnue. Il n'y avait pas de spécialiste méta chez les banques. Alors dire non, mais nous, on ne va pas faire l'électricité, on va faire du gaz. Non, ça n'existe pas. Si, les textes de loi vont sortir. On montrait des projets de textes de loi en disant c'est bien ça qui va sortir. Clairement, une banque toute seule, aucune banque seule a voulu nous suivre. Donc on s'est dit ok, il faut faire un pool bancaire. Nous, l'investissement est chiffré à 5 millions d'euros à l'époque. Et on a été, je ne vais pas dire contraint et forcé, mais de travailler avec l'OSEO. Donc l'OSEO, c'est l'ancien nom de BPI avant qu'elle fusionne avec la Caisse des dépôts. Et à l'OSEO, il y avait un référent méthanisation, mais qui ne connaissait que la COGE. Donc il a fallu lui expliquer la valorisation par l'injection, le tarif, le contrat sur 15 ans, qu'est-ce qu'il en est. Et donc un pool bancaire avec 2 banques, l'OSEO et le Crédit Agricole, qui a accepté d'être chef de file sur le projet. Je ne dis pas que c'est une erreur, puisque c'est ce qui nous a permis de faire le projet. Simplement, aujourd'hui, moi, j'ai effectivement des contraintes appliquées par la BPI ou l'OSEO qui me viennent difficiles à entendre parce que, je ne vais pas dire que j'ai fait mes preuves, mais on est en mesure de dire qu'on sait à peu près où on va aller, on a un BP solide, on bâtit nos projets de A à Z parce qu'on a la maîtrise, que ce soit l'AMO, on n'a pas besoin d'AMO, on n'a plus besoin de bureau d'études. Les bureaux d'études, ça a été dit, il y a très peu de bureaux d'études qui sont compétents. Et aujourd'hui, je bâtis des nouveaux projets en m'associant avec les copains de promo, enfin avec des collègues agriculteurs dans différents coins, dans différentes régions. Et on arrive à faire valoir notre savoir-faire. Et une banque seule arrive à nous financer sans avoir besoin de faire appel à des garanties de BPI ou d'autres fonds. On arrive enfin à faire valoir ça, mais c'est vrai qu'au début, ça a été très, très, très compliqué. Donc ça, c'est pour l'injection. Juste une dernière question sur l'injection. Le rendement énergétique est meilleur que celui qui est lié à la cogénération? Alors, le rendement énergétique entre l'énergie primaire et l'énergie qui va être injectée, oui. Simplement, pour faire fonctionner et produire de l'électricité, il n'y a pas 36 solutions. Le cogénérateur, c'est la voie la plus connue. Que ce soit le cogénérateur, le moteur de votre voiture, du bus, de ce que vous voulez. Un moteur à explosion, c'est un rendement énergétique de 40%. Sur votre voiture, il y a un radiateur parce que la chaleur n'est pas valorisée.
nous, on essaie de valoriser cette chaleur qui représente à peu près autant d'énergie que la valeur électrique. Simplement, les tarifs ne sont pas les mêmes. Mais c'est-à-dire que la valorisation est plus Le importante. kilowatt vendu en moyenne, le kilowatt vendu en électricité, il va être de 9, 10, 11 centimes du kilowatt. Aujourd'hui, avec le BG16 qui a été rétroactif et qui a permis à tous ceux qui avaient un méthaniseur de construire avant de bénéficier du BG16, avec le nouveau tarif ELEC, il y a des méthaniseurs qui, au kilowatt, non pas gaz, mais au kilowatt ELEC, sont à 18, 19, 20, 22, 24 centimes parfois. Donc le tarif n'est pas le même non plus. Il faut bien bâtir son business plan. Ça a été présenté tout à l'heure. Oui, le chiffre d'affaires peut être supérieur. Il ne faut pas oublier, quand vous mettez en place un projet de méthanisation, on va dire de taille équivalente, injection Cogé, en CAPEX, vous avez bien évidemment des coûts beaucoup plus importants liés au poste d'épuration qui va coûter 2 fois et demi plus cher que son équivalent en moteur. Je prends l'exemple d'un 500 kW, c'est l'équivalent d'un 125 normomètres cubes. Si on prend un ratio grosso modo de 4, on va acheter un Cogé pour 300 KE, on va acheter un épurateur pour 125 normaux qui va coûter autour de 950 à 1 million d'euros. Donc les CAPEX ne sont pas les mêmes, les OPEX sont un peu plus importants parce que la partie raccordement à GRDF fait qu'on loue le poste d'injection à un tarif qui n'a rien à voir avec ce qui peut être lié au raccordement pour Enedis. Donc les OPEX sont un peu plus importantes, le chiffre d'affaires est différent aussi. Mais il faut poser sa grille et regarder où est le juste milieu. Alors Guillaume, justement, sur le projet de cogénération, sur le vôtre, c'était à peu près 1,2 million, c'est ça qu'il fallait financer. Alors Ouais, comment on toque à sa banque? Bon, moi, c'est un peu particulier. Je suis vraiment pas un bon exemple. On va te demander à Benoît. Alors, non, je rigole. Mais bon, c'est pour faire un peu le schéma. En fait, moi, j'ai un peu une double casquette. Je suis aussi constructeur et mon méthaniseur, donc qui a coûté à peu près 1 million d'euros. Je l'ai fait aussi moi-même. Je l'ai assemblé moi-même. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu un bon partenaire banquier, mais aussi parce que j'ai une grosse expérience derrière en termes de construction. On était dans un contexte un peu difficile. Il y a 4 ans, les Allemands, ils étaient en train de couler. C'est-à-dire tous les constructeurs étaient en train de couler. Maurice en a fait d'ailleurs expérience. Son constructeur a disparu lors de la construction. Et moi, je savais tout ça. J'étais hyper frileux là-dessus. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des morceaux. Après, pour revenir sur le financement, mon père m'a toujours dit fais des études, Guillaume, parce que le jour où tu auras besoin d'emprunter de l'argent, ils te demanderont ton diplôme. Et lors de la négociation, je me souviens, tout de suite, j'ai brandi mon diplôme. Et les 2 banquiers, ils ont tourné la tête et ils sont retournés vers mon père, qui fait aussi partie du projet. Ils m'ont dit au niveau de l'exploitation agricole, tout va bien, les terres sont bien là, etc. Et le bilan, c'est plutôt, il faut déjà avoir une exploitation saine, il faut déjà avoir quelque chose de sain, il faut avoir un projet qui soit bien mûr, un projet bien étudié. Pour revenir un peu sur toute la notion technologique, ça fait 10 ans que je suis dedans, j'ai toujours une casquette un peu de consultant pour aider des méthaniseurs en difficulté. C'est toujours une passion pour moi d'aller les voir, même si des fois c'est très difficile, mais à la fin, on s'en sort toujours très bien. Garder le bon sens agricole. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit garder le bon sens agricole. C'est vraiment la base de tout le projet. Allez visiter des méthaniseurs, allez discuter, inscrivez-vous à l'AMF. Enfin, franchement, j'ai appris beaucoup. Moi, c'est mon école. J'ai pas de retour ni rien, mais j'ai appris beaucoup en allant à l'AMF. On fait des barbecues entre nous et en prenant le temps. C'est seulement là où on se dit tiens, j'ai le même problème finalement. J'en parle jamais, mais j'ai exactement la même difficulté, quoi. Et ça, c'est aussi important. Et vraiment, après, pour le financement, si tout va bien au niveau de l'exploitation, n'oubliez pas aussi que c'est pas un business plan. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un très beau chiffre, le voisin, et lui, il va très bien, mais il vous dit pas non plus quand ça va mal. Et pour pouvoir avoir un financement, il faut vraiment développer le projet, prendre du temps et se dire que c'est un nouveau métier, quoi. Et c'est vraiment ça la clé, en fait. Benoît à côté, Benoît Ratuiville, vous avez un plus gros cogénérateur, 500 kW, c'est ce que vous disiez. Combien le coût global de l'opération, combien il a financé et comment vous avez réussi à convaincre les banques? Donc le coût global est d'environ un petit 3 millions d'euros. J'ai construit en 2 phases. Au début, je suis parti sur un 250 kW. J'étais pas trop sûr de moi au niveau capacité technique, etc., de pouvoir réussir à faire tourner un 500 kW directement. Donc on a quand même dimensionné les ouvrages de manière suffisamment importante pour pouvoir faire 500 si ça allait bien.
Et de plus, avec les effluents d'élevage de porcs, il faut quand même des grosses fosses parce que ça fait peu de gaz par rapport au volume que ça prend. Donc, du coup, j'étais trop cher pour un 250 et plutôt bien pour un 500. Donc, on a vu que ça se passait bien techniquement avec le 250. On a vite commandé la deuxième Coget 250. Et donc, maintenant, on est à 500 kW. Du coup, on ajoute un petit peu plus de matière, genre effluents, non pas les effluents d'élevage bien sûr, parce que ça reste toujours la même proportion, la même chose, mais on ajoute des pulpes de betterave, des issues de céréales de la COP, des matières qui sont plutôt plus méthanogènes, et avec les mêmes fosses, on arrive à faire les 500 kilos, quoi. Voilà. Vous aussi, Fabrice, donc, quel est le coût du projet et comment vous l'avez fait financer? Alors, le coût du projet, c'est 2 millions d'euros. On l'a fait financer, on a rencontré François Istas. Je vous avais dit. Hein. qui était vraiment à la hauteur. Et on a une totale confiance. Ça s'est très bien passé, il n'y a rien à dire. Et il vous a accompagné, y compris sur les projets de business plan, c'est-à-dire sur le taux de rendement et de rentabilité avec toutes les études de valorisation financière de tous les sous-produits. Il a tout contrôlé. À la base, on avait fait des études par des cabinets spécialisés. Et après seulement, on a donné nos chiffres à la banque. Et il a refait ses propres calculs. Et puis, ça a collé. Ça a collé ou il a minimisé les choses? Ou il a pris un peu plus de sécurité par rapport aux études des bureaux d'études? Puisque Maurice disait que les trois quarts des bureaux d'études n'étaient pas fiables. C'est pour ça que je me permets de poser la question. À croire que le nôtre était fiable. D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là aussi, il y a quand même des bureaux d'études qui sont intéressants. Et là aussi, je suppose que ça fait partie des actions de l'association que de conseiller tel ou tel bureau d'études pour pouvoir vous aider dans cet accompagnement technique et financier. On va passer maintenant à une autre phase qui est celle de la mise en œuvre et de l'exploitation. Et vous allez garder le micro, Fabrice, parce que c'est vous qui m'avez alerté quand on a préparé ce dossier sur, effectivement, quelle que soit la technologie qu'on met en place, quels que soient les constructeurs à qui on a fait confiance, il y a des coûts qu'on a du mal à appréhender au départ, que sont le coût de la maintenance, tant sur l'investissement technique que ça demande à l'agriculteur que sur la maintenance, à proprement parler, donc technique des installations. Oui, en tant qu'agriculteur, on est habitué à faire entretenir nos tracteurs avec des mécaniciens de proximité. Là, on travaille avec des gens qui travaillent au niveau industriel et qui appliquent des tarifs industriels. Alors au début, on tombe un peu à la renverse. Le moindre déplacement, c'est tout de suite 600 €. Et le problème, c'est que dans notre secteur, tout le monde a fait un petit peu... Enfin, il y a quand même quelques méthaniseurs sur les Ardennes, et on a tous pris des marques plus ou moins différentes. Et donc, on est obligé d'appeler le fournisseur de base. Et ça aurait été beaucoup plus judicieux d'avoir un constructeur commun ou avoir peut-être tous le même moteur, des pièces communes, et avoir un garage local qui puisse entretenir. C'est tout à fait à la hauteur au niveau des mécaniciens agricoles qui peuvent être là dans la demi-heure ou dans l'heure quand il y a un problème, donc beaucoup plus réactifs, et au niveau des tarifs de déplacement et main-d'œuvre qui restent encore au niveau de ce qu'on connaît au niveau agricole. Guillaume Poncin, vous m'avez alerté sur ce même aspect-là, qui est de dire finalement, il ne faut pas croire que la méthanisation, c'est une activité de diversification qu'on va laisser tourner pendant que justement on fait notre vrai métier d'agriculteur et de producteur le reste du temps. C'est un vrai métier qui nécessite de vraies compétences et surtout un vrai investissement, notamment sur la maintenance. Alors parlez-nous-en parce que il faut être engagé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ouais, vraiment, la maintenance, c'est un point clé en fait. Donc moi, sur mon parcours, en fait, je suis parti longtemps en Allemagne, 5 ans en Allemagne, et je suis revenu en France et très rapidement, les gens m'ont contacté en me disant Guillaume, j'ai besoin de construire un méthaniseur, ou alors j'ai besoin de maintenance sur mon méthaniseur. On vient de le dire, les pièces, en fait, il y a beaucoup de pièces malheureusement qui viennent d'Allemagne. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de mon activité. Par exemple, un agitateur qu'on a dans les cuves de fermentation, il y a 10 fabricants en Allemagne. J'en connais même pas un en France. Donc on a beaucoup de matériel qui vient de là-bas. Donc il faut s'organiser pour. C'est de l'industriel, on vient de le dire. Et on est habitué, nous, plutôt de la proximité en agricole. Donc il faut vraiment s'adapter, il faut faire un bon choix au niveau constructeur. Et il ne faut pas hésiter aussi, une fois l'installation, une fois qu'elle est en place, d'aller voir aussi ses partenaires locaux pour les informer. Voilà, aujourd'hui j'ai tel problème, j'ai tel élément. Et ça se met en place. Maintenant que le marché se développe, on commence à avoir des fournisseurs français qui se mettent en place. Mais c'est un point à ne pas négliger, quoi. Si vous avez un constructeur qui ne vous montre pas un technicien pour faire de la réparation, qui ne vous montre pas un stock de pièces, vous pouvez vous poser 2-3 questions quand même. Romain Ranou, c'est la même chose sur l'injection en termes d'investissement d'agriculteurs et en termes de difficultés de maintenance ou du coût de la maintenance. Alors l'investissement en temps, Oui. c'est un métier, hein. C'est un vrai métier. On a les mêmes astreintes que l'élevage. C'est un élevage de bactéries, hein. Ça reste donc astreinte quotidienne, réactivité, observation, comme un éleveur, hein. C'est exactement pour moi les mêmes qualités qui sont requises, avec un peu de technologie, mais finalement c'est secondaire par rapport à l'activité d'élevage de bactéries. Et puis en termes de maintenance, on cherche des acteurs qui ont une réactivité importante, puisque chaque heure où l'injection ne se fait pas, c'est une perte d'exploitation sèche. Et là, on est vraiment à l'interface entre l'industrie, oui, avec des services qui peuvent être présents, mais à des coûts qui ne sont pas des coûts agricoles, et le bon sens agricole qui reste toujours la qualité première aussi pour un projet comme ça, où il faut faire simple, robuste, et pour avoir le maximum de fiabilité, parce que c'est ça qui paye à la fin. Et c'est là où le retour d'expérience aussi est indispensable, puisque se lancer tout seul dans un projet comme ça sans accompagnement, c'est assez compliqué. C'est possible, hein, mais beaucoup plus compliqué. Et profiter des retours des autres qui ont démarré un peu plus tôt et échanger sur toutes les difficultés, puisque chacun rencontre les mêmes difficultés un jour ou l'autre, c'est très important. Maurice, vous disiez que vous avez été un des précurseurs sur l'injection. Donc, qui dit précurseur dit forcément quelques ratages dans On appelle ça des emmerdes, hein. Ou des emmerdes, vous l'avez dit. Voilà. Est-ce que justement, vous pouvez nous en parler? Parce que justement, elles sont éclairantes vis-à-vis de l'investissement personnel que ça implique et justement des soucis de maintenance. Alors, Romain l'a bien dit, mais il faut bien se rendre compte que de l'apport des gisements, stockage silo, incorporation, production de biogaz dans le digesteur, post-digesteur, stockage, jusque-là, qu'on fasse de la cojo, de l'injection, on a la même chose. Et on a ces vraies contraintes. J'encourage tous ceux qui ont envie de monter un projet de méthanisation chez eux, effectivement, à faire du benchmark. Nous, on a visité une 40aine d'installations en Europe avant de se décider sur le choix du constructeur. Et il a déposé le bilan en plein milieu. Côté la bourse de Francfort, faisait partie des 3 gros, mais ça n'empêche. Toujours est-il c'est pas ça qui compte, c'est ce qu'on a pu apprendre. Et effectivement, donc sur cette partie-là, faut pas se voiler la face. Faire un méthaniseur, il y a eu la mode du photovoltaïque, faut pas que ce soit une mode de la méthanisation. S'occuper d'un méthaniseur, le meilleur aujourd'hui pour le faire, c'est un éleveur de vaches laitières, ce que disait Romain. Pourquoi? Parce que c'est du H24, c'est pas la surveillance des vélages la nuit, non, c'est le téléphone qui va vous réveiller à 3h du matin pour dire tiens, il y a une panne légère, haute ou pas, il faut être effectivement H24 dessus, c'est 8760 heures par an. Et ça ne se gère pas comme ça. Donc quelqu'un qui se dit je vais continuer à la chasse le week-end, je vais m'amuser, et puis je fais mes céréales et on n'en parle plus. Non, ça ne se gère pas comme ça un méthaniseur. Il faut s'entourer de gens compétents, mais il faut acquérir de la compétence soi-même. Ça, c'est capital. Après, sur la partie injection, effectivement, on a eu des écueils. Nous, on a choisi de travailler avec un équipementier français. Donc le problème avec l'Outre-Rhin a été expliqué par Guillaume. On a choisi Air Liquide. Très compétent, un super produit. Bon, c'est un dinosaure aujourd'hui, hein, parce qu'il a 5 ans. Mais justement, il est assez rustique, il va plutôt bien. Simplement,
on a une prestation de service qui est du B2B. On n'est pas du tout en B2C comme on a l'habitude d'avoir, nous, en tant qu'agriculteurs. Le moteur de ma sedeuse-batteuse a cassé. J'appelle avant 17h à la Concesse. Ils avertissent le centre de pièces. Même si la pièce va en Allemagne, le lendemain matin, il y a un taxi-colis qui vous apporte la pièce ou le moteur. Et 24 heures après, vous continuez à rouler et vous faites votre moisson. Quand vous avez un industriel face à vous qui est habitué à faire du B2B, bah non. Les critical spare parts, les pièces critiques, c'est à vous de les prendre. Alors oui, on peut se mutualiser, hein. Ça fait partie des échanges à l'AMF pour dire tiens, on a le même moteur, on a le même compresseur, tiens, on peut peut-être investir dans la même chose. Et nous-mêmes, en compétences, hein, on parlait tout à l'heure, il a été évoqué l'importance d'avoir des assurances et des garanties. Moi, j'étais embêté parce que je me suis aperçu que ce qui était important, c'était pas d'avoir une super garantie. Je peux faire ma maintenance par le constructeur du méthaniseur. 4 jours après, mon agitateur, il tombe en rade. Ouais, mais la maintenance a été faite. Bah oui, mais il peut tomber en panne. Il tombe en panne. Ah, le délai, il est de 3 semaines, monsieur. Il y a certaines pièces où je ne peux pas me permettre d'attendre 3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est équipé en pièces critiques. Et c'est nous-mêmes qui avons ces pièces critiques de dispo tout de suite, avec pas toutes les pièces critiques, elles portent bien leur nom, et on est en mesure de les remplacer sous 2, 3, 4, 5 heures et de repartir. Donc, on a acquis ces compétences par obligation, parce qu'effectivement, le constructeur avait déposé le bilan en cours de route, mais en même temps, on a su, nous, se professionnaliser, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et s'équiper avec les bonnes pièces pour faire en sorte que, effectivement, pour un épurateur, qu'est-ce qui se passe si j'ai un organe? Donc la technologie qu'on a choisie, c'est la filtration membranaire. En gros, l'organe qui est en mouvement, c'est quoi? C'est un compresseur. Eh ben, on a un bloc vis et on a un moteur de 90 kW qui est en spare chez nous, parce que même si la maintenance est faite, il peut très bien tomber demain. Donc il a fallu aussi acquérir cette compétence nouvelle. Tout le monde l'a dit, hein, la méthanisation, c'est un métier à part, c'est un nouveau métier, il faut s'impliquer, mais c'est plusieurs métiers. Le cœur du métier, clairement, c'est la biologie. Hein, c'est surveiller la biologie, le FOS, le TAC, le pH, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Alors c'est passionnant parce qu'il y a de la mécanique, parce qu'il y a de l'économie, parce qu'il y a du financement, parce qu'il y a plein de choses très très intéressantes, mais c'est vraiment très complet et il faut s'imprégner du projet à fond. Benoît, sur ces questions-là, je rappelle que vous avez une grosse usine de cogénération. Là aussi, vous avez eu des loupés? Vous avez eu des soucis? Ou des emmerdes pour envoyer le programme Moritz? Il y a toujours des choses imprévues qui arrivent, hein, forcément, sur des projets comme ça. Et il faut être, surtout au départ, à la mise en route, super disponible. Il y a une assistance des constructeurs au démarrage? Il y a une assistance technique des constructeurs au démarrage? Oui, c'est Bioconstruct, moi, qui a construit pour moi. Donc, c'est Guillaume qui m'a vendu l'installation. Et donc, on a eu un très bon suivi. Déjà, la phase de travaux s'est très bien passée. Ça a été fait rapidement et un travail de qualité. Et bon, ensuite, on a eu une montée en production rapide. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ceci dit, il faut être super réactif. Quand on a une alarme la nuit, que le moteur est arrêté, mais on y va, quoi. Il faut être présent, il faut être à 100% dedans. Il ne faut pas dire on verra ça demain matin. Hein. Pour la rentabilité, il faut que le moteur il tourne tout le temps. Hein. Faut que ça arrête le moins possible. Donc la priorité, c'est la méthode, c'est pas autre chose. Hein. Tant pis s'il y a la moisson, s'il y a autre chose. Là, je suis tombé en panne avec un moteur au moment du 14 juillet. On était dans les blés. Moi, je ne suis pas allé à la moisson. On s'est occupé du moteur, quoi. Et le lendemain, il retournait. Mais c'est vraiment prioritaire. Donc on a aussi notre stock de pièces, les pièces les plus importantes. Au niveau des mélangeurs, de l'incorporation, nous c'est une pompe hacheuse pour incorporer. On a toutes les pièces d'avance pour pallier au plus urgent. Et puis après, il faut compter sur le sérieux de la boîte qui a construit pour être réactif en cas de problème, quoi. Super important. Combien de temps sur une journée de travail ça vous prend, le méthaniseur en moyenne? Parce qu'on peut se poser la question de savoir, effectivement, si c'est une activité de diversification, il faut quand même que j'ai du temps pour faire l'exploitation normale de mes cultures. Et finalement, bon, c'est une activité de diversification. Certes, on a besoin d'être réactif et d'être sur le qui 24 sur 24, mais en termes de temps, ça prend combien sur une journée? Moi, j'estime à un plein temps pour mon installation. D'accord. Avec les gardes le week-end, les jours fériés, tout ça, il faut au minimum un plein temps. Et comment, alors, du coup, on se répartit le temps de travail sur le...
J'ai un salarié qui s'occupe tout le temps du méthaniseur, tous les jours, qui nourrit et puis qui fait l'entretien périodique. Ensuite, les week-ends, il y a un tour de garde pour nourrir. Et si jamais il y a un problème sur le moteur le week-end, qu'on n'arrive pas à réparer nous, j'appelle mon salarié qui est vraiment spécialisé dans la méta, qui vient si besoin. Et puis sinon, on appelle l'astreinte pour dépanner, quoi. Non, mais c'est important de repréciser ça parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et puis on va vous laisser la parole. Hein. Là, vous allez pouvoir poser vos questions à nos 5 porteurs de projets. Mais il faut quand même que je pose la question qui vous taraude tous, en tout cas moi qui me taraude. Et vous avez commencé, alors Benoît, vous avez commencé à en parler, alors vous allez garder le micro. C'est la rentabilité. Quelque part, c'est se dire, certes, on développe une activité de diversification. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on a un taux de remboursement qui est en général d'une quinzaine d'années, enfin... on a vu sur 12 ans, mais avec plus ou moins qui s'appelle jusqu'à 18, si on est en cogénération. Donc finalement, sur 15 ans, on a des annuités à rembourser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu de souci de remboursement d'annuités? Et de deux, à quel pourcentage de rentabilité vous êtes aujourd'hui? Nous, pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas eu de grosses surprises, de gros pépins mécaniques sur le moteur, sur les cogés. Donc c'est vraiment ça aussi le point crucial. Hein. Donc au départ, il faut bien maîtriser la biologie du digesteur pour que ça produise le gaz. Une fois que la biologie est bien maîtrisée, il faut essayer de réussir à rester stable au niveau de l'alimentation, pas trop perturber les petites bêtes à l'intérieur. Il faut vraiment faire attention. Et ensuite, une fois qu'on a le gaz et que les moteurs tournent, qu'on est réactif, ça se passe plutôt bien et on est dans ce qu'on avait prévu, quoi, au niveau rentabilité. C'est-à-dire en retour sur investissement, on est un peu en dessous de 10 ans, je pense. D'accord. Ouais. D'accord. Donc c'est les 9 ans dont on parlait tout à l'heure dans les 2 exemples que nous a proposé François Istas. D'accord. Mais bon, dans la rentabilité, à mon avis, il y a des gros écarts entre les différents sites de méthanisation en fonction de la réactivité quand il y a un pépin, du suivi biologique. Il faut être quand même assez fin. Hein. C'est de l'élevage. Hein. C'est comme dans les élevages. Il y a des élevages qui sont plus performants techniquement les uns que les autres. C'est exactement la même chose. Hein. Il faut vraiment observer, faire attention, passer du temps. On ne fait pas ça à la va-vite, quoi. C'est un métier à part entière et c'est aussi payant de bien s'en occuper, enfin, c'est même primordial. Une question pour vous, François Pierson, parce que du coup, Fabrice Pierson, parce que du coup, vous avez une exploitation 100% biologique, vous avez, je le rappelle, donc une cogénération à 250. Là aussi, vous êtes dans les taux de rendement et de rentabilité qui étaient prévus initialement au projet? Oui, tout à fait. Ça se passe bien. Bon, on a quand même les intrants, toute la période hivernale ne coûte rien. Oui. Donc ça a énormément d'importance par rapport à celui qui produit du maïs. Nous, on fait que valoriser du déchet. Oui, ce qui ne sera pas le cas si d'aventure, voilà, il y a un développement extrême des méthaniseurs, parce que là, pour le coup, la matière première peut avoir un coût qui est prohibitif, quoi. Oui. Ouais. Et ça, vous n'avez pas eu ce problème-là pour l'instant, en fait? Non. Non. Mais tant mieux. Tant mieux. Guillaume, là aussi, même question sur la rentabilité. Oui, sur la rentabilité, donc pour moi... Donnez-nous des chiffres qu'on puisse imaginer les choses. Des chiffres, pour mon cas, c'est un peu... c'est un peu différent aussi parce que là, en fait, on est en train de prévoir un agrandissement. Les chiffres sont pour moi très positifs parce que la matière, en fait, en ce moment, je l'alimente avec des matières externes, notamment par exemple de la pomme de terre. Et en ce moment, il y a une surproduction de pommes de terre, donc c'est une bonne période. Ça ne durera pas, mais c'est une très bonne période pour un méthaniseur. On a quand même beaucoup de déchets, en fait. Moi, ce que j'ai constaté aussi dans mon projet, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui sont venus me voir en me disant on a de la matière. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'agrandir mon méthaniseur. Et après, pour parler un peu plus de chiffres, là, je suis à 190 kW. Je pense que j'étais aux alentours de 8 ans.
Et du coup, là, on va augmenter de puissance, on va passer à 700 kW et je vais plutôt traiter du déchet, donc vraiment des matières où il faut hygiéniser, parce qu'on n'est pas très loin de Reims et il y a pas mal de matières à hygiéniser sur Reims. Et enfin, du coup, voilà, il y a une évolution. Et après, ce que j'ai l'habitude de répondre à cette question-là, c'est qu'en agricole, en fait, on a du mal à voir parce que dès qu'on gagne de l'argent, on le réinvestit, on le remet dans le système et on fait autre chose. Donc, c'est vraiment infini. Là, dans les pistes d'évolution, on a un projet de serre de tomates, par exemple, pour valoriser la chaleur. Et là, maintenant, ça fait 4 ans. Et en fait, c'est seulement au bout de 4 ans que j'ai trouvé vraiment une bonne valorisation de la chaleur avec du séchage de produits industriels. Et donc voilà, ça ne fait qu'évoluer, ça ouvre énormément de portes, ça vous permet de rencontrer énormément de monde, et c'est ça aussi le côté positif de la méthanisation. Allez, on va passer à vos questions, les questions que vous voulez poser à nos porteurs de projets. Alors pour ça, c'est assez simple, vous faites un petit signe de la main et je viens faire mon sport de l'après-midi, je vais venir vous rejoindre. Ah non, il y a des charmantes hôtesses magiques. Ah mais c'est très bien. Et si vous voulez aussi vous nous poser vos questions en direct, donc sur le site du Crédit Agricole, il y a le live tweet. Pour ça, je reçois les tweets en direct. Je vous rappelle l'adresse, donc @ca_6_, donc nord-est, tout attaché. Vos questions, il y a 2 charmantes hôtesses. N'hésitez pas, mesdames, messieurs. C'est toujours la première qui est toujours la plus complexe à poser. Monsieur là-bas. Je vous demande juste de vous présenter et de nous dire, effectivement, de nous poser votre question. Dans l'Aisne, Tirage. Dans le méthaniseur, dans Seine-et-Marne, là où tu injectes des déchets laiteries, est-ce que le antibiotique, tu l'injectes aussi dans le méthaniseur? Moritz. Non, quand il y a les écarts de triage de la COP, donc c'est bien la partie post-céréale qui ne concerne pas les semences. Donc c'est ce qu'on appelle la menu paille ou les issues de céréales ou les poussières de céréales. Donc ce sont dans les cases où c'est entreposé par la coopérative et c'est bien en amont de la partie qui peut concerner les semences. Les semences qui sont traitées, elles peuvent amener des contraintes. Alors je ne dis pas que c'est impossible d'en mettre. On peut en mettre 1 pour 1000. Les bactéries vont sortir. Par contre, s'amuser à prendre le risque à balancer des antibiotiques dans son méthaniseur, c'est la dernière des bêtises à faire, ça c'est évident. Donc on essaie d'avoir ce qu'on appelle sa boîte en agricole. Ça peut ressembler à du fumier ou à des tas qui ne sont pas forcément à l'approche très sympathique, mais en agricole on aime bien avoir des produits sains, c'est-à-dire avec peu de corps étrangers ou pas de corps étrangers et pas d'inertes. Il y a des méthaniseurs industriels qui vont traiter des déchets issus des collectivités, déchets d'hôpitaux de cantine. Bon, il y a du tri, il y a ce qu'on appelle du déconditionnement à faire en amont. Et on se retrouve toujours avec une phase inerte. Nous, quand on est agriculteur, on sait très bien que le digestat il retourne dans nos champs et que si on veut du propre dans nos champs, il faut qu'on rende du propre dans notre méthaniseur. Merci Maurice. J'ai juste dit une erreur, c'est le tiré du 8 pour ceux qui veulent nous poser des questions sur le live tweet. Donc c'est à tiré du 8 underscore nord-est tout attaché. Autre question dans la salle. Ah si, normalement c'est la première qui est difficile. Après normalement ça doit y aller. Benoît. Romain. Ouais. C'est peut-être une question que tout le monde se pose dans la salle. Lessive, les cultures dédiées, comment ça se passe dans un méthaniseur? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Les cultures dédiées, j'entendais monsieur le vice-président de la région en parler, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est la double peine quand vous mettez des cultures dédiées dans un méthaniseur. Vous n'avez pas, en injection, je parle. Il faut distinguer les deux. C'est assez complexe. Vous allez vous rendre compte assez vite que c'est compliqué, la méthanisation. Mais c'est ça qui rend la chose passionnante à mon goût. Les cultures dédiées, aujourd'hui, on ne bénéficie pas d'une prime qui rend la méthanisation possible. Donc si on met des cultures dédiées, on grève son chiffre d'affaires d'une 20aine de % par rapport aux 15% maximum de cultures dédiées. Ce qui est possible, mais en dernier recours. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a même pas de débat, culture dédiée ou pas. On n'en met que si on n'a pas trop le choix ou si vraiment on veut se faire du stock. Mais on va dire que c'est pas du tout l'optimisation du business plan. Oui, mais en fonction des types d'exploitation, comme le disait monsieur, il y a peut-être des périodes où il y a moins... Voilà, c'est un plan B, en fait. C'est un plan B. Ouais. Donc je me permets d'en parler. Et je sais que c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est plus le retour d'expérience des exploitants. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de projets qui
qui naissent et qui sont sur des idées reçues. Et c'est très important de venir confirmer des idées reçues avec la réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a des fantasmes sur des projets. Et c'est un parcours du combattant. Je pense que le mot n'a pas trop été dit aujourd'hui, mais les projets qui se font les plus vite, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Mais la moyenne, c'est 5 ans pour un projet COG ou injection. Et là, on l'a dit, il y a des bureaux d'études qui aident un peu plus que d'autres. Et là, je fais ma petite pub en passant parce que je ne l'ai pas dit. Moi, je partage mon temps à mi-temps en fait, sur Artem Conseil, un bureau d'études qui accompagne de l'idée à la première pierre des projets uniquement en injection. On a un bon retour d'expérience. Après, on n'est pas les seuls. Mais c'est des projets où je pense qu'il faut vraiment bien s'armer et se faire accompagner. Ouais, c'est ce que disait aussi Moritz, qui aussi fait de l'accompagnement au quotidien. Autre question dans la salle? Tous ces porteurs de projets qui sont avec nous. Monsieur, derrière, mademoiselle. Monsieur Régnier, moi je m'interroge aujourd'hui, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir demain les déshydratations de méthane? C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on a vu naître en région Champagne-Ardenne les déshydratations pour transformer la luzerne en protéines végétales. Est-ce qu'on ne peut pas, sur la même formule d'une coopérative, où les agriculteurs amènent leur intrant et reprennent les digestats, créer ces usines de méthanisation? À condition qu'ils en soient actionnaires. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe Mangin, puisqu'évidemment, il ne faut pas les transformer comme étant uniquement des porteurs d'effluents. Je ne sais pas, oui, Moritz ou Romain? Je me lance. Ouais, en fait, on est l'exemple que la méthanisation, c'est possible par des agriculteurs. Alors après, de différents horizons, il y a plein de projets possibles, mais ce sont aujourd'hui des projets qui peuvent être portés par des agriculteurs. Moi, ce qui me désole, c'est quand je vois des grosses entreprises qui cherchent à développer des projets et qui vont prendre la valeur ajoutée sur le dos des agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui a du mal à percer en France, mais il y a énormément de projets dans ceux qui sont en attente, qui ont été déposés par soit des développeurs qui font la méthanisation comme de l'éolien, donc ils déposent plein de projets et puis ils voient ce qu'ils peuvent faire, ou des gros acteurs comme Engie par exemple, qui, sous prétexte de vouloir développer la filière, en fait prennent une part dans les projets qui est à mon sens beaucoup trop importante puisqu'ils captent la valeur ajoutée et derrière communiquent sur ce... C'est juste un objet de communication pour... Et la redistribue pas forcément. Moritz, je suppose que dans l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, il y a des projets collectifs avec plusieurs agriculteurs en méthanisation. Oui, et on défend tout type de projet, y compris les projets collectifs. On a un référent au sein du conseil d'administration qui est Jean-Yves Gardoni, qui est un méthaniseur qui s'appelle Gatinet Biogaz à Montargis. Ça a été le premier. Ils sont 16 agriculteurs à s'être regroupés pour mettre en place un projet de méthanisation qui a commencé en COG et qui s'est converti à l'injection. Et bien évidemment, dans ce cadre de projet, il faut bien intégrer, je ne vais pas dire le surcoût, mais l'impact de cette brique collective, à la fois en termes de frais d'approvisionnement des gisements, parce qu'il y a de la logistique, d'épandage, là aussi, ça peut avoir un impact non négligeable. Et puis, il faut un bon chef, c'est-à-dire qu'ils ont beau être 16, y en a un qui a forcément les épaules un peu plus larges que les autres et qui va assumer pas mal de choses. S'il arrive à être un bon chef, il va avoir les épaules larges, mais il faut qu'il soit en mesure aussi de déléguer parce que sinon, ça devient très très lourd à gérer. Et une personne qui va gérer tous les écueils pour les 15 autres, ça peut vite être compliqué. Il y a cet exemple-là, mais il y a des associations à 2, 3, 4 agriculteurs qui sont assez fréquentes. Et puis il y a des projets collectifs beaucoup plus importants. Là, je pense plus vers l'ouest. Pas forcément jusqu'en Bretagne, mais même jusqu'en Mayenne, où ils sont 30, 40, 50, parfois 100 à vouloir bâtir un projet collectif. Bien intégrer le fait de travailler en groupe, parce que moi j'ai une décision à prendre avec mon associé, je l'appelle, on se met d'accord, on n'en parle plus. Quand il faut faire une réunion et mettre 100 personnes autour de la table, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est possible, c'est faisable, ça marche bien. Le ratio 3-4
a été prouvé à plusieurs reprises. 10, 15, 16, ça nécessite d'intégrer la brique logistique en plus. Et au-dessus, oui, il faut des véritables compétences. Autre question. Madame, je vais m'approcher. Bonjour, donc Mireille Ginène, moi je suis sous-préfète à Rethel, dans les Ardennes, et j'ai en charge ce dossier agricole. Alors j'avais une question justement, je voulais aller à l'encontre. Alors je suis tout à fait d'accord avec tous les projets développés, les gros projets, mais qu'en est-il? On s'aperçoit localement qu'il y a des développeurs de petits projets de méthanisation. Et si j'ai bien entendu notre ministre, eh bien il veut justement, il sous-entend que chaque agriculteur puisse avoir sa méthanisation localement pour des coûts. Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Istas sur les coûts de 2 millions, etc., puisque moi, j'ai vu des projets à 100 000 euros, avec à 4 ans qui soient... donc, avec des coûts de subvention moindres, des coûts, on va dire, pour la puissance publique moindres, et la capacité pour un agriculteur à rentrer dans ses frais et à faire des bénéfices. Donc voilà, pourquoi on n'en parle pas? C'est dommage. Peut-être qu'on en est aux prémices de cette petite méthanisation. Voilà, c'est une grosse question pour nous, de se dire il faut permettre à chacun d'avoir accès. Quand on parle, excusez-moi, je vais être un peu franche, quand on parle 2 millions d'euros, 4 millions d'euros, tout le monde ne peut pas s'engager sur ces projets. Il y a eu des projets, mais je ressens bien que c'est pour certains des projets familiaux. Donc on a le support aussi de l'antériorité et pour les autres alors. Voilà, moi je travaille avec mes collaborateurs sur plutôt quelque chose qui soit accessible à tous. Je vais laisser répondre les experts, mais c'est vrai que pour avoir un peu étudié le dossier, effectivement, le facteur limitant, c'est le réseau aujourd'hui. Puisque effectivement, en gros, il y a les autoroutes. Les autoroutes sont là, mais les petits, les petits raccordements ne sont pas faits aujourd'hui. J'ai peut-être passé la parole à monsieur de GRDF et ensuite à monsieur Istas. Alors, merci pour la question, madame la sous-préfète. Alors déjà, quand on parle de petite méthanisation, on parle de micro-méthanisation. C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été abordé ici, comme plein d'autres sujets. Il y a méthanisation collective a été évoquée, mais c'est un sujet en tant que tel. La micro-méthanisation... je vais évoquer un sujet un peu spécifique Ardennes. Donc, quand on a démarré tôt, on a mis en place un guichet unique Ardennes sur les aspects méthanisation. Donc, ça rassemble un peu l'ensemble des compétences techniques, économiques, juridiques, etc. Avec le CER, Chambre d'agriculture. Et un des travaux a été de réfléchir à quelle peut être l'unité de méthanisation qui correspondrait à la ferme moyenne, donc plutôt polyculture élevage dans le département des Ardennes. Alors c'est un exemple un peu départementalisé, mais c'est pour vous donner le sens. Donc qui correspondrait à, pour faire simple, à une unité qui se situerait quelque part entre 60 et 80 kilos. Alors là, on ne parle plus d'injection. L'injection, ça ne marche plus. Il y a des coûts de raccordement qui sont trop importants. On arrive tout de suite en cogénération. Donc on a fait un travail pluridisciplinaire. On a trouvé une exploitation moyenne. On a fait un appel à projet. Donc on a consulté à l'époque, ça date de 3-4 ans, 13 constructeurs pour dire voilà, on vous présente une exploitation, polyculture élevage, voilà gisement. Qu'est-ce que vous nous faites comme proposition? Et puis donc le sujet a été travaillé, retravaillé, et bien évidemment dans les préalables, c'était de pouvoir proposer une solution technique éprouvée. Après, on est dans la recherche et développement, c'est un autre sujet. On considère qu'un agriculteur n'a pas les moyens de se payer de la recherche et développement chez lui. C'est pas à lui de faire les tests sur des technologies. Il y a peut-être des ruptures technologiques. Les Allemands ont fait des choses. On a plutôt copié sur eux. Il y a peut-être des ruptures technologiques qui permettront de faire d'autres choses demain. Mais pour le moment, en tout cas, ça ne nous semble pas pertinent de les faire porter par des agriculteurs. 200 000, 300 000, 400 000, ce n'est pas une installation très chère.
On en a aujourd'hui, mais ce n'est pas à un agriculteur de faire les tests. Donc voilà, on a fait cet appel à projet. On a eu des réponses. On a fait tourner des modèles. Et en fait, on n'a pas réussi à trouver, à l'époque, il y a 3-4 ans, ça commence à évoluer, d'unités qui soient opérationnelles et rentables économiquement dans ces niveaux de puissance. Donc ça nécessite sûrement de faire de la recherche et développement, mais pour ça, il faut que quelqu'un puisse financer un démonstrateur et pas l'agriculteur. Parce que le démonstrateur qui ne marche pas, ça tue le projet, ça tue la ferme, et ça, on n'en veut pas. Merci, madame. Autre question? Oui. Monsieur, il y a monsieur là et madame après, pas de souci. Oui, bonjour, Vincent Forget, c'est pour soutenir monsieur Istas. J'ai démarré un biogaz avec mes frères associés en 2008. Et jusqu'en 2012, j'ai fortement soufflé pour dire allez-y, faites du biogaz. Je vous promets que j'étais très motivé. Pour les fameux petits projets qu'on nous parlait, j'étais fort volontaire. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'à un moment, il y a un niveau de professionnalisme. Les gens l'ont parlé. À la fin, c'est un employé à temps complet. Et ce qui fait que j'ai 50 ans. J'ai voulu en parler à beaucoup de jeunes, ou disons jeunes, 50 ans, et ils m'ont dit, ce que tu fais, on ne fera pas. Tout simplement parce que c'est des éleveurs professionnels. Et un éleveur professionnel, on ne peut pas lui demander de se lever à 2h du matin pour faire un vélage et de redémarrer le moteur à 4h du matin. Donc, à un moment, les projets viennent très gros au-dessus de 150 kW, mais il y a des explications, et c'est ici que, depuis 4 ans, je suis un peu, pas bouleversé, mais qu'on a loupé l'évolution par rapport aux mises aux normes des élevages. C'est-à-dire qu'en 2008, on a fait des gros mises aux normes des fosses carrées, rectangulaires, des bâtiments énormes. Et là, on a loupé un gros coche, c'est qu'il fallait faire les fosses rondes. Parce que là, on a été subventionné. Et là, maintenant, on repleure toujours pour avoir des subventions. Et là, on a loupé un petit cloche. Donc, après, c'est le problème de savoir si on vient éleveur, disons, qu'on fait de production. Il faut qu'on garde notre vue de producteur d'énergie et aussi alimentaire. C'est ça que je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, bien sûr, monsieur. Votre premier métier, c'est bien celui de nourrir la planète et pas celui de fournir de l'énergie verte. Je remercie l'AMF parce que tout à l'heure, ils ont énormément travaillé. Par exemple, quand ils ont parlé du prix, quand on était à 15 centimes, je vous promets qu'on n'était pas on n'était pas très fiers. Ces gens-là, ils ont été au charbon, comme on dirait. Et de passer de 15 ou 16 centimes à 20 centimes, c'est une bouchée énorme. Et c'est ici que je reviens à une petite conclusion. Sur le lait, on passerait de 30 à 40 centimes. Je vous promets qu'il y aurait beaucoup d'heureux. Merci de votre témoignage, monsieur. En tout cas, il était très éclairant. Il y avait une question d'une dame. Voilà, madame, à vous. Oui, bonjour, Valérie Barois des Ardennes. J'avais une question, moi, concernant le digesta. Donc là, sur les méthaniseurs, on en ressort donc beaucoup de liquide et également un petit peu de solide sur les séparateurs de phase, je pense. On sait déjà qu'au niveau liquide, il peut y avoir de la commercialisation, mais au niveau solide, je crois que ce n'est pas forcément acté au niveau des grandes instances. Et je voulais savoir où ça en était à ce niveau-là et s'il y a des personnes qui font des méthanisations solides, est-ce qu'ils peuvent commercer leur digesta, quoi. Alors, qui veut répondre, Maurice? Benoît, est-ce qu'il veut répondre? Alors, la réglementation. La réglementation a évolué un petit peu dans le cas du digesta. Il faut bien prendre conscience que, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, que le digesta était, et pour une partie aujourd'hui encore, considéré comme un déchet qui ne peut être répandu sur les terres que par l'intermédiaire d'un plan d'épandage, exactement comme les effluents d'élevage. Il n'est pas considéré comme produit, il ne peut donc pas être commercialisé. C'est-à-dire quand il y a des agriculteurs qui font des échanges, ils passent ça sur des frais d'épandage, mais pas sur la matière en elle-même. La réglementation a évolué l'année dernière, donc c'est des discussions qui se mènent avec la DGPR, la Direction générale de la prévention des risques. Certaines catégories de digesta issues d'intrants végétaux rentrant dans un cahier des charges précis peuvent effectivement faire l'objet de commercialisation, qu'elles soient issues de la méthanisation solide ou infiniment mélangée,
qu'elle passe dans un séparateur de phase ou pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur dedans, à l'origine, qui permet de dire, voilà, j'ai un digestat qui aujourd'hui peut être plus qu'homologué, hein, caractérisé, homologué, normalisé, et donc être vendu. Le seul moyen qu'on a jusqu'à présent pour commercialiser le digestat, c'est le composter. Et on passe dans une norme AFNOR spécifique au compost, en montant à 70 degrés, et qui fait qu'il devient effectivement un produit, passe du statut de déchet au produit, et à ce moment-là, il peut être commercialisé. Il faut faire une réserve et très attention là-dedans, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui sont placés en amont et en aval avec le plan d'épandage. Si on s'amuse à vouloir faciliter la commercialisation d'un digestat qui traite par exemple des steppes, des bouts de station d'épuration, avec des choses qui sont beaucoup moins maîtrisées par celui qui va méthaniser la chose. On peut retrouver, même si aujourd'hui on doit déjà le faire dans notre digestat, des ETM, des éléments traces métalliques, donc ça peut être des métaux lourds, des choses qui peuvent poser problème. Ça va être très embêtant parce que ça ne sera pas du tout suivi de la même manière et ça peut porter rapidement préjudice à la filière et aux agriculteurs qui, on se répète, mais vont se transformer en chauffeurs de tonnellaisiers parce qu'il y a les grands groupes qui vont se dire tiens, il est normalisé pour tout type d'intrants, du coup maintenant il peut être commercialisé, du coup j'ai plus de problème avec mon plan d'épandage, je peux aller mettre ça aux quatre coins de la plaine. Donc soyons prudents sur l'homologation, la normalisation du digestat. Et il y a un progrès qui a été fait, c'est des longues discussions qui ont été mises en place encore une fois avec l'AFNOR. Aujourd'hui, un digestat basique ou très agricole, lui, ne posera pas trop de problèmes. Par contre, un digestat qui a plusieurs sources, plusieurs produits dans plusieurs endroits avec autre chose que des produits agricoles, lui restera dans un plan d'épandage. Merci Moritz. Merci à vous 5, vous restez avec nous. Puisque, alors évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser parce qu'il y a un petit pot, bien évidemment, qui est prévu. Donc on pourra continuer à converser. Mais il est grand temps d'accueillir, pour conclure cet après-midi, je vous demande d'applaudir M. Vincent Arnaud, directeur général adjoint donc, du Crédit Agricole Nord-Est. Vincent Arnaud, le pupitre est à vous.